bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux que j'ai pas vus. Attention, attention. Regardez-moi ça. On s'est équipé. Alors, regardez, parce que j'ai même mis le maillot pour pas vous dépayser par rapport au teasing comme vous avez fait pour ceux qui l'ont vu. Et oui, on est en direct pour le match de la Web Actu d'octobre. Donc, bienvenue à tout le monde. On va essayer, je dis toujours pareil, on va essayer de faire cette Web Actu en 1 heure. L'actualité, pour le coup, jurisprudentielle est riche, mais c'est pas grave, comme je sais que vous avez déjà tout lu sur les décisions de la Cour de cassation de septembre 2023, ça nous fera gagner du temps. Mais on y reviendra quand même dessus, c'est incontournable. Voilà. Donc, comme je vous le disais dans le teasing, pour ceux qui l'ont vu, on va aborder les précisions que le bulletin officiel de la sécurité sociale a apportées par rapport au net social, puisque la dernière fois qu'on s'était vu, le net social devait arriver sur vos bulletins. Il est arrivé sur vos bulletins depuis juillet. Donc, on va refaire un petit tour d'horizon de ce qu'il doit comporter pour être calculé correctement. Ensuite, on abordera en effet les décisions de la Cour de cassation. On ne s'attendait pas à des décisions euh, aussi bouleversantes. Donc, on va y revenir dessus, bien sûr, sur celle concernant les congés payés la maladie. Je sais que c'est du réchauffé pour certains, mais on fera un éclairage pour ceux qui auraient été enterrés dans une grotte. Et ensuite, on abordera les décrets d'application relatifs à la réforme des retraites, puisqu'elle est entrée en vigueur au 1er septembre 2023. Voilà à peu près concernant les festivités qui avaient été annoncées euh, dans le programme et auquel on va se tenir en 1 heure. Allez, chiche. Donc, alors, on va commencer par le bulletin officiel de la sécurité sociale qui réussit des drops quand même très compliqués parce qu'avec un ballon ovale, au plat, attendez, on me voit plus. Il paraît que c'est pas évident de tirer droit. Pourtant, le boss tire droit. On va revenir donc sur ses précisions concernant le calcul du net social et on va en profiter aussi on va profiter d'une précision qu'il avait apportée concernant la contribution patronale de 30% sur les indemnités de rupture, sur certaines indemnités de rupture, pour revenir sur le fonctionnement de ces indemnités de rupture pour ceux qui auraient été absents à la précédente Web Actu. Voilà. Donc, concernant le net social, vous le savez, mais c'est des rappels. C'est une mention qui apparaît maintenant sur les bulletins depuis le mois de juillet, puisque c'est une obligation d'affichage depuis juillet 2023. Et cette mention de la notion de net social, hein, puisqu'il y avait le net avant impôt, le net imposable, le net à payer, je dois en oublier, et maintenant il y a le net social. Cette mention est une référence, la notion est importante, commune à tous les salariés, quelle que soit la branche d'activité, leur statut, etc. Ça veut dire que ils ont décidé pour les transmissions d'informations aux organismes de prestations sociales, en particulier la CAF, de définir une règle de calcul de montant qui sera commun à l'ensemble des salariés. Et c'est ce montant qu'on appelle le net social qui apparaît depuis le mois de juillet sur les bulletins. La déclaration se fera en DSN. Il y a des tests qui peuvent être faits d'ores et déjà. La déclaration se fera obligatoirement en DSN avec communication aux caisses concernées à partir du 1er janvier 2024. Et ce changement, en tout cas cette nouvelle mention, a amené aussi le gouvernement a décidé d'une nouvelle présentation de bulletins qui interviendra en janvier 2025, dont on parlera, parce qu'elle est assez étonnante. On en avait déjà parlé, je passerai assez vite. Mais voilà, la présentation, si elle ne change pas, si elle reste en l'état, est assez étonnante dans les mentions qu'elle fait apparaître. Voilà. Donc, ce montant net social, c'est le montant qui va servir de référence pour le calcul des prestations sociales et on va revenir sur comment il se calcule. Je sais que ma diapo est insupportable à lire, donc je vais effectivement aller à l'essentiel. Et encore, je vous promets, j'ai essayé de faire simple. Alors, l'idée, c'est d'additionner tout ce que le salarié touche, que ce soit du brut, que ce soit du net, à partir du moment où ce sont des revenus, des rémunérations, ben, du coup, ça rentre en plus
dans le revenu déclaré dans le net social. Voilà. Donc, le plus, ça va être le salaire brut. Le plus, ça va être les primes versées en net, exonérées de cotisations. Le plus, ça va être aussi les avantages en nature, mais aussi les indemnités versées dans le cadre des ruptures. On reviendra sur les précisions du bulletin officiel sur cette question-là. Voilà, ça, c'est ce que le salarié devra déclarer parce qu'il l'a perçu, que ce soit du brut, du net, à la limite, qu'importe. Ce qu'on va donc déduire. Oui, parce qu'en fait, entre ce qu'il perçoit en brut et ce qu'il perçoit vraiment, vous savez qu'il y a des retenues et ces retenues vont être déduites pour obtenir le net social et c'est là où c'est le drame. Parce qu'en fait, parmi les retenues, que le salarié supporte et qui sont obligatoires, certaines ne sont pourtant pas déduites pour le calcul du net social parce qu'elles n'ont pas une origine légale. J'ai pas dit qu'elles étaient illégales, hein. J'ai simplement dit qu'elle n'avait pas une origine légale, mais plutôt une origine conventionnelle. Voilà. Donc, on va revenir sur cette notion. Qu'est-ce qui rentre en plus? On n'y revient pas dessus. Dans les revenus, par contre, qu'est-ce qui vient en moins ou en moins, comme on dirait ici? Qu'est-ce qui vient en moins? C'est toutes les cotisations que le salarié supporte obligatoirement au sens de la loi. Et j'aborde la question des cotisations de prévoyance qui n'ont pas une origine légale mais conventionnelle. Les prévoyances de tout type, que ce soit les prévoyances de maintien de salaire, incapacité, invalidité, décès, euh, euh, zut, j'oublie les trucs pour les enfants là. Rente éducation des enfants, rente conjoint survivant, retraite supplémentaire, ce que certains appellent aussi les retraites surcomplémentaires, ce que certains appellent aussi les anciens articles 83. Voilà, tout ça, ce sont des cotisations de prévoyance que la loi n'impose pas. Ces cotisations de prévoyance, vous allez dire, le salarié les supporte de manière obligatoire bien souvent au regard d'obligations dites conventionnelles. Par exemple, la garantie maintien de salaire est une cotisation très, très, très répandue dans les conventions collectives à la charge de l'employeur, mais aussi souvent à la charge du salarié. Eh bien, ces cotisations-là, pour la part salariale, ne sont pas déduites pour obtenir le montant d'une aide sociale. Concrètement, pour calculer une aide sociale, vous prenez le salaire brut, vous déduisez les cotisations que le salarié supporte, sauf les cotisations de prévoyance qui n'ont pas une origine légale. Et j'arrive donc à une autre prévoyance qui est très très connue, c'est la complémentaire santé, certains appellent ça la mutuelle. Cette cotisation salariale, par contre, là, a une origine légale. Vous le savez, depuis le 1er janvier 2016, elle est obligatoirement mise en place dans l'ensemble des entreprises. C'est la loi qui l'avait prévue. Et donc, en revanche, la cotisation salariale de mutuelle, hein, on va appeler ça comme ça, elle doit être déduite pour calculer une aide sociale. Abordons maintenant le côté patronal. Puisque ces cotisations de prévoyance-là, celles en tout cas qui ont une origine conventionnelle, euh, pour le salarié ne sont pas déductibles, on va appeler ça comme ça, d'une aide sociale, mais côté patronal, on a la même chose. Côté patronal, les cotisations de prévoyance qui n'ont pas une origine légale ne sont pas considérées comme enfin, doivent être, je vais essayer de prendre un raccourci, hein, doivent être considérées comme des éléments de rémunération, de revenus. C'est pas tout à fait ça, hein, mais pour que vous compreniez la logique, c'est des éléments qui vont entrer en plus dans le net social. C'est pour ça que je vous les ai mis dans les éléments qu'on ajoute au net social. Les cotisations patronales de prévoyance, hormis les cotisations de complémentaire santé, sont toutes ajoutées dans le montant net social du salarié. Voilà. Alors, quand on parle de complémentaire santé, on parle de complémentaire santé pour la part obligatoire. Lorsque l'employeur prend à sa charge des options, ça peut arriver. Bon, déjà, vous allez me dire, c'est un élément de rémunération, certes, mais ça va évidemment ne pas être considéré comme une cotisation patronale obligatoire. De la même manière, la cotisation salariale de complémentaire santé option, par exemple option famille, hein, si la famille n'est pas obligatoire dans l'entreprise, alors c'est une somme, un élément de cotisation qui n'est pas déduit dans le calcul d'une aide sociale. Voilà. Bon, donc en gros, retenez que ce qui est déduit pour calculer le net social, ce sont les cotisations obligatoires
toutes, donc cotisation de vieillesse au régime général, de retraite complémentaire, la CSG, la CRDS, mais les cotisations de prévoyance, seule la cotisation salariale de complémentaire santé est déduite et encore pour sa part obligatoire au régime. Concernant les cotisations patronales, doivent de ce fait être ajoutées les cotisations patronales de prévoyance hors complémentaire santé, sauf pour la part optionnelle de complémentaire santé pris en charge par l'employeur. J'espère que c'est clair. Je vais prendre des exemples. Alors là, je vous ai mis, pour rappel, la forme du bulletin, en tout cas, les éléments de précision que nous avait apporté le gouvernement concernant le calcul de ces éléments qui viennent en plus, des choses qui doivent être déduites ou qui peuvent être déduites. Les parties où vous avez des lignes avec le petit plus rouge, ce sont les lignes pour lesquelles les sommes doivent être, sinon pas déduites, en tout cas ajoutées. Voilà, donc je ne reviens pas sur cette diapo. J'essaie moi aussi de faire un drop et on va regarder comment se calcule le net social dans un bulletin classique. Donc, pour ce qui me concerne, j'essaie de faire simple. On va partir du salaire brut. Tous les éléments du brut entrent en compte dans le net social. On reviendra tout à l'heure sur quelques précisions. Mais bon, franchement, tous les salaires bruts ici, en tout cas tous les éléments du brut, les primes d'ancienneté, etc., rentrent dans le net social. Donc, pour le calculer, vous allez d'abord prendre le salaire brut. Hein, donc, je vais directement sur le calcul. Ensuite, vous savez qu'on déduit les retenues que le salarié supporte, c'est-à-dire le total des cotisations du salarié. Et si on les déduit toutes, 778,18 ici, ben on déduit trop. On déduit trop, pourquoi? Parce que, on vient de le voir, la cotisation salariale de prévoyance, qui n'a pas une origine légale, je n'ai pas dit qu'elle n'était pas obligatoire, de 27,06 € dans notre exemple, elle n'a pas à être déduite. Donc, c'est pour ça que pour essayer de faire un petit peu comme on fait pour le net imposable, on va la rajouter. Et pour calculer le net social, donc, soit on ne la déduit directement pas, soit on déduit l'ensemble des cotises et on rajoute celles qui n'auraient pas dû être déduites. Donc, on va rajouter d'abord la part salariale au régime de prévoyance et ensuite le pendant patronal, c'est-à-dire la part patronale de 53,39 dans notre exemple, pour obtenir le montant net social que vous ne voyez pas sur ce bulletin. Parce que c'était un bulletin d'avant juillet 2023. Prenons maintenant un bulletin d'après juillet 2023. Même logique, vous prenez le brut, vous déduisez les cotisations totales du salarié. Ici, il se trouve que le salarié ne cotise pas à la prévoyance, on le voit. Hein. Le salarié n'a pas de cotisation prévoyance sur la ligne prévoyance décès cadre ou prévoyance cadre tranchant. Donc, évidemment, on ne rajoute rien. Par contre, côté patronal, on rajoute les parts patronales de prévoyance. Et là, stupeur pour certains. Mais comment se fait-il qu'on rajoute euh, la prévoyance cadre alors qu'elle est obligatoire? Souvenez-vous, cette prévoyance cadre à 1,5 garantie d'essai pour les cadres, elle est obligatoire, certes, mais elle est obligatoire au regard d'abord des accords AGIRC à l'origine, et ensuite elle a été élargie dans un accord national interprofessionnel. En tout état de cause, elle n'a jamais été rendue obligatoire par la loi. Donc oui, hélas, la cotisation patronale de prévoyance décès pour les cadres vient bien s'ajouter au net social. Voilà. Deuxième exemple. Troisième exemple, un peu plus compliqué, pardon pour toutes les bulles que je puis vous mettre sur la diapo. J'espère que vous y voyez clairement. Sinon, agrandissez votre écran. Pour rentrer un bulletin sur un écran, c'est pas simple, hein, parce qu'il y a tellement de lignes, surtout quand on est en présence d'un salarié qui a des cotisations de prévoyance et de retraite supplémentaires. Donc ici, vous avez un salarié pour lequel vous prenez évidemment le brut, vous déduisez les cotisations salariales, et si on garde la même logique, on va donc ajouter les cotisations salariales de prévoyance, mais aussi, vous le voyez ici, il a une cotisation de retraite supplémentaire, ce que certains appellent encore l'article 83. Eh bien, concernant cette cotisation de retraite supplémentaire, la part salariale vient s'ajouter au montant du net social. Côté patronal, les prévoyances évidemment s'ajoutent, 20,24 €, 10,12 €, etc. Et ensuite, vous voyez que s'ajoute aussi la cotisation patronale de retraite supplémentaire, mais aussi les cotisations de fonctionnement. Alors, comment dire? Bien souvent, les conventions collectives prévoient que l'entreprise dusse payer,
pas si on dit comme ça, euh, que l'entreprise paie des cotisations pour le fonctionnement des organisations syndicales patronales notamment. Et donc ces contributions patronales-là, qui sont des contributions conventionnelles, s'ajoutent dans le calcul du net social. Ici, vous avez en plus des éléments du net. Le salarié a des indemnités de rupture conventionnelle, exonérées pour partie de CSG, soumises pour partie à CSG. Et c'est pas parce que c'est du net que ça rentre pas dans le net social. Donc vous avez un net social qui est particulièrement, si j'ose dire, gonflé par rapport au net à payer avant impôt. Voilà. Voilà donc pour faire un petit tour de piste par rapport à ce qui apparaît et qui est apparu depuis le 1er juillet 2023 sur vos bulletins. Attention, quelques erreurs se sont glissées dans les premiers paramétrages des rectificatives ont été faites. Donc vérifiez de temps en temps vos nets sociales. Le vrai enjeu se situera en 2024 puisque vous aurez une directe télétransmission à la CAF. Voilà. Concernant ce net social, j'arrive au modèle définitif que nous aurons à partir de janvier 2025. Les cotisations de prévoyance qui n'ont pas une origine légale vont apparaître, alors pour l'instant il est encore question que ce soit comme ça, vont apparaître à part. Alors pourquoi pas, hein, sur le principe ça nous évitera de faire ce qu'on appelle vulgairement des réintégrations, vont apparaître à part sur le bulletin, c'est-à-dire en bas, après le calcul du net social. Euh, enfin, à part pour obtenir le calcul du net social, sauf qu'elles vont apparaître dans une partie, vous le voyez ici, là où il y a le gros plus rouge, qui va s'appeler cotisation et contribution sociale facultative. Et là, c'est le deuxième drame, parce qu'une cotisation ou une contribution facultative, quand on le dit comme ça, elle semble pas obligatoire. Or, on l'a vu, ces cotisations ne sont pas facultatives au sens j'ai le droit de ne pas les prendre ou de ne pas les payer, mais ce sont des cotisations obligatoires qui n'ont pas une origine légale. Donc en effet, au regard, et je reviens sur l'harmonisation du calcul, pour avoir un dénominateur commun à l'ensemble des salariés, quelque secteur que ce soit, quelque statut que ce soit. Effectivement, c'est le régime légal qui est identique entre tous. Sauf que pour le législateur, tout ce qui n'est pas légal est, en tout cas c'est écrit, facultatif. Facultatif pour lui, pas facultatif pour nous. Donc attention, pour l'instant, on s'oriente sur ce type de présentation. Bon, il y a des pressions qui sont faites pour essayer d'éviter le mot de facultatif et éviter que le salarié pense qu'il peut y renoncer. Mais en tout cas, comprenez dans la notion de facultatif l'origine de la cotisation ou de la contribution. Pour l'instant, il s'agit de cotisation. Lorsque l'origine de la cotisation n'est pas légale, c'est une cotisation qui n'est pas déduite dans le calcul du net social, même si elle est obligatoire au sens conventionnel. Voilà. J'espère que c'est clair, c'est un peu ardu de bon matin. Donc, je vous l'ai dit, le bulletin officiel de la sécurité sociale s'est emparé de la question du net social et maintenant, dans le bulletin officiel de la sécurité sociale, vous avez une nouvelle partie qui est apparue. Dans la partie bulletin de paye, vous avez une rubrique montant net social. Et dans cette rubrique montant net social, qu'est-ce qu'on trouve? Des questions-réponses, plutôt très bien faites. Alors j'en ai relevé quelques-unes. Concernant les questions-réponses, qu'on a vu apparaître cet été, vous avez la question qui concerne: «Et quand les indemnités journalières de prévoyance, sont versées aux salariés, est-ce qu'on doit les mettre dans le net social?» Oui, oui, si l'employeur perçoit les indemnités journalières de prévoyance. Vous savez, le salarié est malade depuis un moment, c'est la prévoyance qui prend le relais du maintien de salaire. Oui, la somme s'ajoute dans le calcul du net social, que ce soit une somme que vous versez en brut ou que ce soit une somme que vous versez en net. Vous savez que la répartition se fait au regard du pourcentage de participation salariale et patronale au régime de cotisation à la prévoyance. Bon. En revanche, lorsque ces indemnités journalières sont directement versées par la prévoyance aux salariés, c'est à la prévoyance de faire la déclaration aux organismes sociaux
à la CAF en l'espèce. Et donc l'employeur est libéré de son obligation de déclaration lorsque c'est pas lui qui perçoit les indemnités journalières à la place du salarié. Voilà, ça paraît assez logique. Ça l'a pas toujours été pour certaines sommes, rappelez-vous, notamment dans le cadre du net imposable. Donc du coup, au moins là, ça a le mérite d'être assez simple. Les sommes que l'employeur verse au titre de la liquidation du compte épargne-temps. Donc oui, si le compte épargne-temps est monétisé, que le salarié quitte l'entreprise ou que le salarié demande la monétisation dans certaines situations des jours qu'il avait sur son compte épargne-temps sous forme numéraire, alors oui, ces sommes rentrent dans le calcul d'une aide sociale. En revanche, si ces sommes sont directement versées sur un plan épargne retraite, alors elles ne rentrent pas dans le net social. Par contre, le question-réponse du bulletin officiel de la sécurité sociale vise les sommes placées sur un plan épargne-retraite. Qu'en est-il si les sommes sont versées sur un plan épargne tout court? La réponse n'est pas donnée. La question est posée, c'est une question-réponse. Donc la question est posée, est-ce que si la somme va sur un plan épargne-retraite, alors est-elle incluse dans le net social? La réponse est non. Mais comme la question est portée sur le plan épargne-retraite. Voilà. Donc, les indemnités de rupture, je disais qu'on allait y revenir. En gros, vous avez vu, ici, on était sur des indemnités de rupture conventionnelles, elles rentrent dans le net social. En principe, toutes les indemnités de rupture rentrent dans le calcul du net social, y compris les indemnités que vous pouvez verser aux salariés lorsque vous êtes en phase de conciliation devant le bureau. Avant de passer au conseil de prud'homme, vous pouvez avoir une phase de conciliation avec des versements d'indemnités. Elles vont entrer dans le net social, même si elles sont évidemment exonérées d'impôts ou exonérées de cotisations. Hein, ça n'a rien à voir. Bon. Les seules sommes qui sont exclues du montant net social sont les intérêts moratoires versés dans le cadre d'une décision de justice qui a un peu traîné, les dommages-intérêts, les sommes visées par l'article 700, ça semble assez logique, peut-être un peu moins sur les dommages-intérêts, quoique. En tout cas, ça n'a pas la nature de revenu. Le bulletin officiel prend la position selon laquelle ça n'a pas la nature de revenu, mais plutôt de dédommagement. Donc, ces sommes ne sont pas incluses dans le net social. Chose, attention, un peu sujet sensible, les frais de garde d'enfants, la participation de l'employeur aux frais de crèche, au CESU, au chèque vacances, au financement des services à la personne, donc sous forme de, la plupart du temps, de CESU, entrent dans le calcul du net social. C'est assez étonnant. C'est l'employeur, j'ai pas dit que les sommes étaient soumises à cotisation, hein, ce sont des participations de l'employeur dans les limites d'exonération pour les frais de garde d'enfants. Ces sommes entrent dans le calcul du net social pour le salarié et donc vont gonfler ses revenus déclarés aux organismes sociaux pour le calcul des prestations. En revanche, les sommes que vous pouvez verser si vous fêtez la médaille du travail. Vous savez que vous n'êtes pas obligé de verser de gratification à l'occasion de la médaille du travail. Si c'est le cas, vous avez le droit de verser en exonération de cotises jusqu'à l'équivalent de 2 mois de salaire brut. Cette somme n'entre pas dans le calcul du net social. C'est assez surprenant, c'est pour ça que je l'ai relevé aussi. Ça aurait pu tout à fait entrer dans le montant du net social. Bon, j'allais dire tant mieux. Cette somme n'entre pas dans le net social. On va faire la liste à la Prévert, désolé, mais pour ceux qui auraient encore l'idée d'appliquer la déduction forfaitaire spécifique, vous savez, cet abattement pour frais professionnels dans certaines professions, et donc c'est un abattement d'ailleurs qui aura tendance à disparaître au fil du temps. Alors, le boss s'est positionné. Les sommes que vous prenez en compte dans le net social, c'est évidemment le salaire brut total, avant abattement. Par exemple, pour les VRP, on est sur 30% d'abattement. Vous allez prendre la somme totale avant abattement, c'est-à-dire 100% du salaire et non pas 70%. En revanche, dans ce brut-là, vous avez des frais. Alors, pour ceux qui ne l'appliquent pas, n'essayez pas de comprendre, c'est pas le terme, mais ne vous prenez pas trop la tête sur ça. Pour ceux qui sont concernés, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Le salarié pour lequel on pratique la déduction forfaitaire spécifique voit son salaire augmenter des frais qui donc sont soumis à cotisation et la somme des éléments de salaire plus frais vient passer à la moulinette des cotisations avec un abattement qui va de 10 à 30% en général. Bon. Dégressif, enfin peu importe, hein, on revient pas sur cette question-là.
le montant que vous allez prendre en compte pour le net social, c'est le brut avant abattement, mais le brut hors frais. Donc, ça veut dire que, en supposant que le salarié a 2 000 € de salaire brut plus 400 € de frais, le brut soumis à cotise, ce sera 2 400 fois 70% si on a un abattement de 30%. En revanche, le montant retenu pour le net social, c'est 2 000 sans les 400 et voilà. Et c'est pas 2 000 fois 70%. Voilà en fait la position du bulletin officiel de la sécurité sociale. J'essaie d'aller plus vite. Dans le net social, vous avez la notion de net. Au niveau du net, parfois le salarié a des retenues qui sont opérées au titre de saisie sur salaire. Évidemment, évidemment, en fait, là ça semble assez logique. Les retenues qui sont opérées au titre des saisies sur salaire ne viennent pas minorer le montant du net social et donc le salarié verra son net social déclaré avant saisie. Elles ne sont pas, si j'ose dire, déductibles du net social au même titre que par exemple les acomptes. Vous voyez, c'est pas parce que le salarié en acompte que son net social va diminuer. Ben, la saisie non plus. Je compare des choses pas comparables, mais enfin, c'est que pour que vous voyez à peu près où ça se situe. Les cotisations salariales, on a dit que les cotisations salariales viennent à moins lorsqu'elles sont obligatoires. Donc oui, en effet, les cotisations particulières d'assurance maladie pour les salariés qui sont situés en Alsace-Moselle, vous savez, ils ont des cotisations de maladie, euh, euh, sont déduites pour le calcul du net social. Les salariés qui sont non résidents fiscaux ont des cotisations de maladie majorées, en tout cas les cotisations de maladie tout court, puisque maintenant les salariés résidents fiscaux français n'ont plus de cotisations de maladie. Ces cotisations salariales sont déduites du net social et là, tant mieux, j'allais dire, ça peut être étonnant lorsque, et ça, il se peut que vous soyez concerné pour les deux précédentes, pas certain, mais pour quoique, on a ici pas mal, en tout cas, on est situé à Toulouse, on a pas mal de salariés impatriés qui sont non résidents fiscaux, mais pour la troisième catégorie, les cotisations salariales de retraite complémentaire excédant le taux de droit commun, on est très souvent concerné. C'est des entreprises qui, avant de mémoire 1991, ont, par accord de branche ou d'entreprise, négocié avec les retraites complémentaires de cotiser plus cher auprès des régimes de retraite complémentaire de manière à avoir euh, plus de points de retraite. Et à ce moment-là, ces cotisations étant plus chères, la question s'est posée de est-ce que si le salarié cotise au-delà de l'obligation du taux obligatoire, est-ce que c'est déductible, je garde des guillemets, du net social? Oui, le bulletin s'est prononcé comme un oui, et tant mieux. Donc un salarié qui cotiserait à 5% par exemple au lieu de 4,01. Alors 4,01 c'est la retraite plus la CEG, hein, mais j'arrondis. Hein. Si le salarié cotise à plus que le taux obligatoire, l'ensemble de la cotisation salariale vient à moins dans le net social. En revanche, les cotisations pour les salariés expatriés à la CFE ou à la retraite complémentaire, Caisse de Français à l'étranger ou retraite complémentaire, elles ne viennent pas à moins du net social pour la part salariale, pour la simple et bonne raison que ce sont des cotisations volontaires. C'est pas des cotisations obligatoires. En fait, lorsque le salarié cotise à la CFE parce qu'il vient à être expatrié, c'est une démarche volontaire. Donc évidemment, la cotisation, toujours la même logique, hein, quand c'est pas obligatoire, c'est pas déduit. Et enfin, j'en termine justement avec ça, la cotisation prise en charge par l'employeur au titre de la CFE n'est pas déduite, c'est plutôt s'ajoute, hein, c'est plutôt la prise en charge par l'employeur de la cotisation à la CFE n'est pas déduite, c'est plutôt s'ajoute, pardon, hein, dans le calcul du net social. Et si le CSE prend à sa charge une partie de la cotisation salariale alors rien à voir avec, rien à voir par contre là, de la complémentaire santé, bonne nouvelle, la participation du CSE à la part salariale de la complémentaire santé n'est pas considérée comme un avantage et donc ça ne va pas augmenter le net social. Désolé, c'est horrible une liste à la Prévert comme ça, mais j'ai voulu faire le point sur ce que le bulletin officiel nous avait apporté de nouveau. Si vous allez sur le bulletin officiel dans la partie montant net social, vous verrez c'est très très clair. C'est sous forme de questions-réponses, parfois c'est un peu restrictif, mais par contre les réponses ont le mérite d'être très très claires et ont le mérite d'être apportées.
Le bulletin officiel nous a fait un petit tour de piste aussi sur les que se passe-t-il en cas d'erreur, quand on s'est trompé, dans le calcul d'une aide sociale. Alors, si on a fait une erreur dans le calcul de la paye et qu'évidemment le net social s'est correctement calculé, mais avec une erreur de paye, bon, ben, du coup, on va pas modifier que le net social. De toute façon, on va modifier, la paye on va modifier la paye avec un effet rétroactif, donc ou pas d'ailleurs. Mais je sais pas, vous avez, fait une erreur parce que vous avez payé, des heures su des une prime que vous n'auriez pas dû payer. Elle a été ajoutée au net social. Le simple fait de reprendre, répétition de l'indu, on y reviendra. Le simple fait de reprendre la prime va corriger le montant du salaire et par voie de conséquence le net social. Donc là, on n'est pas sur une modification du net social. Là où c'est plus problématique, c'est lorsque le net social est mal calculé, mais que le bulletin était correct. Donc là, effectivement, le net social doit être corrigé. Et là, c'est un mystère. Soit vous faites un nouveau bulletin, pour le boss, hein. Soit vous faites un nouveau bulletin, vous corrigez le net social sur le bulletin. Alors, en gros, entre nous, hein, pardon, hein, vous prenez du blanco et vous corrigez. Non, mais c'est ridicule. Donc, en pratique, très difficile, très difficile de faire ça a posteriori. Nouveau bulletin. Bon, voilà, une fois que le bulletin est passé et que la DSN est faite, je vois pas comment. Corriger sur le bulletin concerné, à part avec un blanco, pardon, mais je vois pas trop comment non plus. Bon, bref, donc la réponse est logique. Par contre, la mise en œuvre, pour moi, l'est beaucoup moins. Et si vous ne savez pas calculer net social parce que vous n'avez pas assisté à la web actu, donc c'est pas le cas, ne mettez pas zéro parce que c'est pas zéro. Il y a toujours quelque chose dans le net social. Donc vous devez mettre une rubrique non renseignée où la rubrique reste vide, mais en tout cas pas zéro. Si on ne sait pas, c'est pas zéro. Sinon, ça serait trop beau, si j'ose dire. Non, le montant du net social du salarié n'est pas à zéro. Voilà, donc le bulletin officiel nous a donné quelques précisions lorsque on fait des erreurs ou lorsqu'on ne sait pas faire, hein. Voilà. C'était la partie sur le bulletin officiel de la sécurité sociale, en tout cas concernant le net social. Juste, je reviens rapidement sur une précision qu'il a apportée sur un autre sujet. Cet été, il a apporté une précision par rapport à la date d'effet de la contribution patronale de 30%. Alors, ça me permet de revenir rapidement sur cette fameuse contribution qui est maintenant entrée en vigueur depuis donc le 1er septembre, puisque c'est le sujet. En fait, il y a eu un alignement dans la réforme des retraites, il y a eu un alignement par rapport aux indemnités de rupture versées dans le cadre d'une rupture conventionnelle individuelle et les indemnités versées dans le cadre d'une mise à la retraite. En fait, au titre de ces deux modes de rupture, deux types de cotisations, ou plutôt contributions patronales, étaient dus. Il y a eu un alignement dans le montant et dans la nature d'ailleurs de la contribution patronale due dans le cadre de ces deux modes de rupture. Donc ça a été à l'occasion de la réforme des retraites. Pourquoi? Parce qu'il s'était aperçu, le constat avait été fait, qu'il y avait une hausse des ruptures conventionnelles 3 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Et donc, pour empêcher ce frein au maintien dans l'emploi des seniors, une réforme a été engagée pour que la rupture conventionnelle coûte aussi cher que la mise à la retraite. En gros, c'est ça, hein. Donc, ça ne vous a pas échappé. Le montant de la contribution due en cas de rupture conventionnelle individuelle est passé de 20 à 30%. Auparavant, on parlait de forfait social. On parle aujourd'hui de contribution patronale de 30%. Et le montant de l'indemnité, enfin le montant dû par l'employeur sur l'indemnité de mise à la retraite, qui était de 50%, est passé, lui, à 30%. Donc il y a un alignement à la hausse, enfin un alignement qui fait que indemnité de rupture conventionnelle, on a augmenté la contribution patronale, mise à la retraite, on a baissé le montant de la contribution patronale. Et il y avait un effet au 1er septembre. Qu'est-ce que le 1er septembre? Le bulletin officiel s'est prononcé parce qu'il était question de se dire est-ce que c'est la date de notification de la rupture ou la date de fin de contrat, c'est-à-dire quand on se quitte. Bon, voilà. Le bulletin officiel s'est prononcé cet été, c'est pour ça que j'y reviens dessus. Quand on parle de 1er septembre, avec effet de cette mesure au 1er septembre, c'est bien la date de fin de contrat. C'est ce qui m'avait amené dans la précédente web actu d'alerter sur les ruptures conventionnelles qui pouvaient être signées autour de fin juillet.
parce que c'était une rupture conventionnelle qui allait produire des effets très certainement après le 1er septembre et qui allait emporter une indemnité, une contribution patronale de 30 et non pas de 20 pour cent. Donc j'y reviens dessus, mais ça avait déjà été vu. Autre précision, et ça c'est l'URSSAF qui nous la donne, le code type personnel pour déclarer l'indemnité de 30 pour cent, c'est le code type personnel 719. Ça c'est pour ceux qui font les DSN. Voilà, c'est le code type personnel qui nous a été communiqué là aussi, il n'y a pas très longtemps, au cours du mois de septembre, par l'URSSAF, pour déclarer cette contribution-là. Donc ne l'appelez plus forfait social. C'est contribution patronale de 30%, voilà, et ne l'appelez plus contribution spécifique de mise à la retraite, c'est contribution patronale de 30%. Je vous remets les tableaux, juste sur les tableaux avant-après, par rapport à la mise à la retraite, à la rupture conventionnelle, une remarque par rapport à la rupture conventionnelle. Vous le savez, auparavant, lorsque le salarié était en droit de prendre sa retraite, je vais direct sur la diapo, lorsque le salarié était en droit de prendre sa retraite, l'indemnité qu'il percevait était totalement assujetti à cotisation. Au-delà de l'alignement dans la contribution due par l'employeur, il y a eu un alignement du régime social des sommes versées dans le cadre de la rupture conventionnelle, même pour le salarié en droit de prendre sa retraite. L'indemnité de rupture conventionnelle elle-même, je ne parle pas de la contribution patronale, hein, l'indemnité que le salarié perçoit, celle qu'on a vue tout à l'heure sur le bulletin de salaire, par exemple, est exonérée de cotisation. En revanche, attention, vous avez vu en bas, dans la dernière ligne, au niveau fiscal, on n'a aujourd'hui pas encore d'alignement fiscal. Donc, ça veut dire qu'on a une indemnité exonérée de cotisation, soumise à une contribution patronale de 30%, certes, mais en revanche, au niveau fiscal, vous aurez une indemnité, pour l'instant en tout cas, qui reste soumise à l'impôt. Donc, vous avez une rubrique de paye un peu particulière concernant cette indemnité de rupture conventionnelle lorsque le salarié est en droit de prendre sa retraite. Je ne parle pas du salarié qui n'est pas en droit de prendre sa retraite. Voilà. Je reviens sur ce que vous a proposé Sylvie tout à l'heure. Une présentation de Silae Expense. Donc, je vais lancer une vidéo, je vais faire une prouesse technologique, c'est-à-dire partager une vidéo. Si ça ne marche pas, pardonnez-moi, mais ça devrait fonctionner. Et on se retrouve juste après. Sylvie prendra la parole et on se retrouve juste après pour la suite des festivités. Alors, hop. Touc. Pardon, je... Touc. Avec Silae Expense, optimisez le process de gestion des notes de frais de votre entreprise de bout en bout. Plus facile et plus rapide, la saisie des frais professionnels se fait directement depuis votre mobile via une application moderne et intuitive. Numérisez vos justificatifs papier et factures numériques en seulement quelques secondes et automatisez la saisie des informations grâce à la technologie OCR. Simplifiez la gestion des frais kilométriques. Grâce à son intégration native du barème URSSAF, l'application calcule automatiquement le montant de vos indemnités kilométriques en prenant en compte la distance parcourue et les informations de votre véhicule. Avec Silae Expense, bénéficiez d'une solution intégrée à l'ensemble de l'écosystème Silae. Assurez l'archivage à valeur probante de vos justificatifs grâce au coffre-fort numérique Silae Dématérialisation. Plus besoin de conserver et d'archiver des factures au format papier. Justifiez de l'exactitude et de l'origine des documents en toute légalité. Automatisez le remboursement des notes de frais et la génération de déclarations sociales nominatives grâce au connecteur avec Silae Pay. Onboardez vos collaborateurs sur Silae Expense grâce à la synchronisation automatique des entrées et sorties des salariés. Mettez fin aux saisies manuelles, passez au 100% digital en toute sérénité avec la solution Silae Expense. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Oui, alors effectivement, comme on vous le proposait, le 24 octobre prochain, c'est une présentation par l'éditeur, par Silae, pour répondre à vos questions.
pour, vous présenter cet outil. Donc revenez vers nous, pour avoir plus d'informations ou voilà, écrivez-nous comme, l'a affiché Nathalie, info@externa.fr. Merci Nathalie, à toi. Ça a marché. On est en direct là, hop, tout marche. Tout marche. Tout Donc, marche. on est bon. On est bon. Tout marche, sauf qu'on est évidemment un peu en retard sur le timing, comme d'habitude. On va aborder, hey, carton rouge. Carton rouge de la Cour de cassation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va commencer par des jurisprudences qui ne vous mettent pas dans des états d'effroi. On va commencer par des jurisprudences importantes, et notamment une en juin. Alors, elle est arrivée après notre web actu, donc du coup, j'y reviens dessus. Il faut prendre quand même avec des pincettes. Alors, je reviens sur le principe, enfin, sur les faits. L'affaire, c'est un salarié, homme de son état, mais à la limite qu'importe, qui souhaitait renoncer à la complémentaire santé obligatoire dans l'entreprise au prétexte qu'il était ayant droit de sa conjointe, de son épouse, qui elle-même était affiliée au titre d'un régime collectif obligatoire dans son entreprise. Donc, la cour d'appel avait donné raison à l'employeur qui lui disait, mais enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Non, pardon, excusez-moi, la cour d'appel, c'était encore, non, pardon. L'employeur, pardon, je remonte le temps, excusez-moi. L'employeur lui disait, mais enfin, tu ne peux pas te dispenser de la complémentaire santé chez nous, pour la simple et bonne raison que le régime qui te couvre auprès de l'entreprise de ton épouse n'est pas un régime qui couvre obligatoirement les ayants droit. Pour la faire super courte, c'était pas un régime obligatoire famille. Bon. La cour d'appel a pourtant donné raison aux salariés, avait donc dit que le salarié pouvait parfaitement se dispenser de la complémentaire santé dans ce cadre-là, et l'employeur s'est pourvu en cassation pour les raisons que je viens d'évoquer. Donc, il est ayant droit d'accord, mais pas obligatoirement affilié, parce que le régime collectif dans l'entreprise de sa conjointe n'est pas un régime qui couvre obligatoirement les ayants droit. Allons droit au but. La Cour de cassation a donné raison euh, aux salariés et a reconnu que la dispense d'adhésion est valable s'il justifie d'être en effet affilié en qualité d'ayant droit et que la couverture collective relève d'un régime obligatoire. Et elle ne parle pas de régime obligatoire, j'allais dire famille. Bon. Attention, j'ai mis un jaune en travers, voilà. Attention, c'est un arrêt qui est rendu dans le cadre d'une affaire sur laquelle je ne vais pas m'étendre davantage. Externa se tient à votre disposition parce que justement, on a Shadia qui s'est posé longuement la question sur cette jurisprudence-là. C'est un arrêt qui est rendu en droit du travail. La question aujourd'hui du positionnement de l'URSSAF, du bulletin officiel de la Sécu sur cette question-là, de la couverture des ayants droit sur un régime collectif qui n'est pas nécessairement famille, c'est-à-dire qui ne couvre pas obligatoirement les ayants droit, reste entière. Hein. Donc attention, continuez, conseil, précaution, continuez à demander des dispenses à vos salariés qui font apparaître le régime collectif obligatoirement famille s'ils sont couverts à titre d'ayant droit par un régime, par exemple de leur conjoint, de leurs parents, que sais-je, pour qu'ils puissent se dispenser de la complémentaire santé chez vous. Mais on est sur peut-être un changement de cap sur ce point-là. C'est pour ça que je voulais revenir sur cette décision qui a été commentée parfois abusivement. Donc, hein, l'idée, c'est aujourd'hui, vous demandez à votre salarié la preuve comme quoi il est affilié à titre d'ayant droit sur un régime collectif obligatoire, en tout cas obligatoire au sens de le régime couvre les ayants droit. Continuez. Ne changeons pas tout de suite parce que l'opposabilité à l'URSSAF de la décision de la Cour de cassation n'est pas certaine. Voilà, c'était juste, j'y reviens pour justement apporter des précisions et plutôt même des précautions sur cette question-là.
Donc, attention, la même solution, j'ai noté, serait-elle retenue sur le plan du régime social et donc des cotisations ou de la renonciation du salarié? Précaution quand même sur la question, hein. Pour l'instant, on n'est pas sur un vrai changement qui a été entériné par le bulletin officiel de la sécurité sociale. Ça, c'est une anecdote, hein. Enfin une affaire qui est très, très, très spécifique. C'était un peu pour rire avant de revenir sur des décisions qui ont fait l'effet de bombe. Un salarié commercial de son État avait été embauché d'avril 2015 à mars 2016, donc un peu moins d'un an. Bon, ça a duré moins d'un an, mais il n'a rien fait, en fait, en gros, hein. Donc, l'entreprise a saisi le conseil de prud'homme. C'est assez étonnant pour le signaler d'ailleurs, pour demander, alors ce qui est encore plus étonnant, pour demander aux salariés le remboursement des salaires et des cotisations. Parce qu'en fait, il n'avait rien foutu. Voilà. Alors, juste une remarque, hein. Non seulement il n'avait rien fait pour l'entreprise, il n'avait fait aucune prestation et donc aucune vente, aucune démarche commerciale, etc. Mais surtout, pendant ce temps-là, il travaillait pour une autre. Donc en fait, pendant qu'il travaillait, enfin qu'officiellement il était payé par l'entreprise A, il prenait des commandes pour l'entreprise B pendant les visites de prospection pour l'entreprise A. Je comprends que l'entreprise A soit un peu en colère, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment sur un cas d'espèce. Donc effectivement, la Cour de cassation a effectivement, alors je passe les étapes de la Cour d'appel qui avait dit oui, mais il y avait qu'à l'employeur, il avait qu'à l'obliger, ainsi de suite. Bon, passons. La Cour de cassation a demander aux salariés de rembourser à l'employeur les salaires et les cotisations au titre de la répétition de l'indu dont j'ai parlé rapidos tout à l'heure. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. C'est une des premières choses qu'on apprend quand on fait du droit. Et là, pour le coup, ça porte sur des salaires. C'est assez surprenant et donc ça m'a fait rire. C'est pour ça que je partage. Donc, le salarié qui n'avait rien fait dans le cas d'espèce, mais on était sur un cas très particulier quand même, a dû rembourser les salaires. Va devoir, en tout cas, il va falloir que ça repasse en cours d'appel, va devoir rembourser son employeur des salaires qu'il a touchés, des cotisations que l'employeur a pu verser pour son non-travail. Voilà, c'est assez surprenant et donc c'est assez rigolo pour le signaler. Alors arrivons à ces fameuses jurisprudences où là on est sur du carton rouge fluorescent, hein, même si le fluorescent en rouge n'existe pas, là par contre ça y est. Donc vous avez lu tous en long, en large, en travers des commentaires, des analyses, des webinaires, des arrêts. Vous les avez peut-être même lus. Vous avez même peut-être lu les commentaires qu'a apporté la Cour de cassation sur ces décisions du 13 septembre 2023. Alors, je ne sais même pas si j'ose résumer, parce que franchement, tout le monde en a entendu parler, mais quand même, je vais le faire. Première décision, première affaire, les salariés réclament le paiement d'indemnités de congés payés pour des périodes où ils ont été en maladie non professionnelle et l'employeur opposait l'article L3141-3 du Code du travail qui dit tu es en maladie non professionnelle, tu n'acquiers donc pas de congé pendant ces périodes de suspension de contrat parce que ces périodes de maladie non professionnelle, au regard du Code du travail, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Donc, est-ce que tu as à me demander des congés sur une période où de toute façon tu n'en as pas acquis? La Cour de cassation, alors on ne va pas resituer le contexte de 20 ans en arrière, hein. On a eu une directive européenne de 2003 qui allait dans un sens contraire, qui dit c'est pas parce que le salarié est malade qu'il n'acquiert pas de congé. La Cour de cassation, ça fait 10 ans qu'elle tape du pied en disant je vais me fâcher un jour. Et le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a décidé qu'en effet, les salariés avaient droit aux congés payés pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle et pour arriver à juger au regard d'un droit qui n'est pas le Code du travail français, elle s'est appuyée sur la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de manière à écarter les dispositions nationales. Elle a écarté certaines dispositions du Code du travail en disant on enjambe, on utilise la directive européenne et euh, à ce titre-là, allons-y, donnons les congés aux salariés pour les périodes de maladie. Donc, on avait déjà eu en juillet 2023 d'ailleurs la Cour administrative qui avait condamné l'État pour non-conformité au droit européen. Donc, ça chauffait déjà un peu. Le 13 septembre, ça a explosé. Alors, ça a explosé côté maladie non professionnelle. Ça a explosé aussi côté accident du travail, maladie professionnelle, parce que le même jour, une autre affaire pour un salarié qui a été en arrêt de travail pour accident du travail et qui demande la même chose, le paiement de ses congés payés ou en tout cas le crédit
des compteurs de congés payés au titre des périodes d'accident du travail au-delà d'un an. Vous savez, comme dans le droit français, pendant un an, l'accident du travail et la maladie professionnelle, la suspension du contrat, à ce titre-là, permet malgré tout aux salariés de continuer à acquérir des droits à congé. Et au bout d'un an, les compteurs de congés cessent de s'alimenter. Et le salarié disait, mais que c'est cette histoire d'un an? Moi, je considère que j'ai été en accident du travail plus d'un an et que tous mes compteurs de congés doivent être alimentés même au-delà d'un an. On a eu la cour d'appel qui a dit, mais non, 3141-5 du Code du travail nous dit que non, c'est un an. On ne va pas juger au regard du droit européen. Et la Cour de cassation, de nouveau, qui enjambe le droit national avec la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et qui dit, mais si, mais si, mais si. En cas de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle, les droits à congé continuent à se créditer et donc le salarié a parfaitement le droit de demander des congés sur l'année 2, l'année 3 d'un arrêt de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Bon, alors je suis allée volontairement très vite parce que je suppose que vous avez à peu près lu tout ce qui a pu être écrit sur ces décisions-là. Hop là, pardon, excusez-moi. Je me tiendrai là à la fin du webinaire à votre disposition pour revenir sur des questions que vous pouvez encore vous poser sur ces points-là. Je sais que la mise en application dans les entreprises, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Alors moi, je suis juste conseil. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'ores et déjà pour tous les contrats, toutes les suspensions en cours de se mettre à créditer les compteurs? Est-ce qu'on le fait à l'avenir? Est-ce qu'on le fait depuis le 13 septembre? Est-ce qu'on le fait depuis toujours? Est-ce qu'on remonte le temps? Est-ce qu'on le fait que... Voilà. Il y a plusieurs, en fait, il va se passer plusieurs choses. Il devrait se passer comment dire, une mise en conformité du Code du travail, une mise en conformité du Code du travail par rapport au droit européen. Alors, ça aurait dû arriver depuis longtemps, c'est pas le cas. Bon, on va pas refaire l'histoire. Le ministre du Travail a dit qu'en effet, il s'était emparé de la question, ils y réfléchissent, mais on n'est pas sur une mise en conformité avant 2024 de toute façon, puisqu'ils envisagent d'en parler avec les partenaires sociaux. Donc, quoi qu'il en soit, il va falloir des négociations avant de modifier le Code du travail, l'article 3141-3-5, etc. Donc, dans l'immédiat, que font les entreprises? Alors, vous êtes accaparés de tous côtés par certains salariés, certains représentants du personnel qui sont déjà montés au créneau. Dans la vraie vie, le risque ici, il existe en cas de contentieux. Ça veut dire que si le salarié demande devant le conseil de prud'homme la reconnaissance des droits à congés payés dans le cadre d'un arrêt de travail, que ce soit non professionnel ou accident du travail au-delà d'un an, il y a forte chance que le conseil de prud'homme s'aligne sur la position de la Cour de cassation. Voilà. C'est ce qu'on appelle faire jurisprudence. Sinon, on n'en parlerait pas. Bon. Donc, le risque là, il est contentieux. Ensuite, mais il est réel. En, en cas de non-contentieux, vous avez effectivement le risque P social. Pas PAPIE, PPAIX. Ça va souvent de pair. Hein, voilà. En effet, si les partenaires sociaux posent la question, il va falloir que peut-être l'entreprise se positionne. Comme il y a un risque contentieux, les entreprises parfois vont décider de mettre en place la position de la Cour de cassation et créditer les compteurs de congés payés. Jusqu'à quand? Pendant combien de temps? Et c'est là où il y a un enjeu de négociation sans doute au sein des entreprises par accord collectif pour limiter, si j'ose dire, les dégâts dans la durée. Alors, la durée, c'est pas tant la durée d'acquisition, c'est plus la durée pendant laquelle le salarié peut prendre les congés. Alors, il y a un arrêt que j'ai pas mis ici, qui est un arrêt de délai pendant lequel le salarié peut prendre les congés à son retour de maladie. Est-ce que les congés, alors que la période de référence, la période de prise est achevée, est-ce que les congés peuvent encore être pris alors que la période de prise est achevée? Et c'est là où, effectivement, vous avez peut-être à voir des négociations concernant les limitations dans le délai de prise des congés que le salarié n'a pas a acquis
Alors, si tant est que vous reconnaissez l'acquisition des congés en cas de suspension du contrat pour maladie. Attention à vos dispositions conventionnelles, hein. Il y a des conventions collectives, parenthèse, qui prévoient déjà l'acquisition des congés en cas de maladie. Par exemple, en cas de tant qu'il y a maintien de salaire, il y a congé payé acquis. Enfin, je ne reviens pas sur les dispositions conventionnelles, hein. Bon. Donc, je reviens sur la question de la durée. Ou plus exactement du délai de prise. Vous pouvez peut-être commencer à négocier effectivement des accords, si tant est que vous créditiez les compteurs de congés de vos salariés, des accords qui vont permettre à l'entreprise de ne pas avoir cette épée Damoclès pendant des siècles et des siècles sur la tête. C'est-à-dire le salarié qui est en arrêt de travail, dont la période de suspension lui permet d'acquérir des congés, si vous anticipez le risque, va lui permettre de les prendre, mais dans une certaine limite de délai, de temps. Et effectivement, là aussi, la Cour de justice de l'Union européenne s'était déjà prononcée sur ça, en nous disant qu'il fallait que le salarié puisse à son retour prendre les congés qu'il avait acquis et qu'il n'a pas pu prendre du fait de la suspension du contrat pendant un délai raisonnable qui est au moins égal à la durée de la période de prise. En gros, vous savez que le salarié a 12 mois pour prendre ses congés, c'est la durée de la période de prise, et donc il fallait un délai plus long, alors ils disent substantiellement plus long. 15 mois avaient été acceptés comme étant un délai raisonnable pendant lequel le salarié pouvait encore reprendre des congés. Donc, je résume. Premièrement, je fais fi de la décision de la Cour de cassation et j'attends d'avoir un contentieux. Pourquoi pas? Et j'attends surtout que les législateurs euh, transposent en droit français les textes. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible, respectable, acceptable, il n'y a pas de souci. Deuxièmement, j'anticipe le risque et je décide pour les salariés, en poste, de créditer les compteurs de congés, pour tous les salariés dont le contrat est suspendu. À ce moment-là, j'évite le risque. J'évite le risque contentieux. Conseil, donc troisième chose, conseil dans ce cas-là, peut-être voir dans quelle mesure vous pouvez éventuellement limiter la durée pendant laquelle ces droits vont courir avec un accord d'entreprise qui vous permettrait de limiter à 15 mois, par exemple, la période pendant laquelle le salarié pourra prendre ces fameux congés qu'il a acquis pendant et au terme d'une période de suspension du contrat. Je ne sais pas si c'est clair. Peut-être pas tellement, mais donc tout ça pour dire, est-ce que vous êtes obligé de transposer la décision de la Cour de cassation? Non, non. Tant que le Code du travail n'a pas changé, non. Est-ce que vous voulez le faire? Sans doute certaines entreprises, oui, parce que ça évite le contentieux et toujours pareil, on est sur parfois des négociations avec les partenaires sociaux, des pressions, une paix sociale, que sais-je. Voilà. Pourquoi pas? Est-ce que si vous le faites, il y a moyen de limiter les dégâts? Alors sur la durée des droits du salarié, a priori non. La Cour de cassation ne dit pas tu n'acquiers une care de congé en maladie que pendant un an. Pas du tout. Elle l'a d'ailleurs exclu en accident du travail. Je ne vois pas pourquoi elle ne l'aurait pas dit si ça avait été le cas en cas de maladie. Donc non, le salarié malade va acquérir des congés toute la durée de son arrêt maladie. Si vous transposez, je ne vois pas comment vous allez limiter la durée pendant laquelle vous allez pouvoir... voilà, et c'est d'ailleurs là où parfois, du coup, les conventions collectives vont devenir moins favorables que la position de la Cour de cassation, hein. Par contre, la limite, elle pourra se prévoir peut-être dans la modalité de prise et dans le délai de prise que le salarié peut avoir pour utiliser ses droits à congé, pour éviter d'avoir une durée hémorragique dans le passif, en fait, hein, dans la provision que vous pouvez avoir. Il y a un moment où la dette, le droit du salarié pourra s'éteindre en cas d'arrêt très long. Voilà. J'espère que c'est clair, mais voilà. Il y a peu pour l'instant d'échappatoires. Le seul truc, enfin d'échappatoire, le seul point important, c'est qu'en effet, c'est pas parce qu'il y a jurisprudence que vous êtes obligé de suite d'intégrer tous les compteurs de congés payés, de créditer tous les compteurs de congés payés dans votre entreprise. Ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas obligatoire, c'est simplement qu'il y a un risque contentieux et c'est pour ça que ça agite tout le monde et que voilà, vous avez tant de commentaires. J'ai vu qu'il y avait une question, donc on la regardera après. Je vais revenir sur des questions de rétroactivité, de durée, etc.
Alors, remarquez, je peux déjà regarder. Si la personne qui a 3 ans de maladie qui continue de cumuler ses congés. Oui, alors déjà au départ, c'est pas prévu. Bon, admettons qu'on le fasse. La personne, ça fait 3 ans qu'elle a la maladie, elle continue de cumuler ses congés. Nous devrons les régler sur le solde de compte en cas de licenciement pour inaptitude. Je lis le chat, hein. Nous devrons les régler sur le solde de compte en cas d'inaptitude. Soit 75 jours, merci. Euh, oui. Ah oui, par contre, euh, les droits qui n'ont pas pu être pris sont dus. Donc à partir du moment où ils sont acquis, s'ils n'ont pas pu être pris, ces droits vont être dus. Donc supposons, hein, vous créditez les compteurs de congés, vous considérez que la personne qui est en arrêt maladie a acquis des congés. Alors déjà, vous allez plus loin que ce qu'on vous impose. Pour l'instant, en tout cas, vous anticipez le risque contentieux. Donc, je remonte dans le chat parce que je commence à avoir beaucoup de questions. Le salarié qui aurait, donc, pendant ces 3 ans de maladie, cumulé des congés, ce qui n'a pas été le cas sans doute, mais qui, si vous allez au-delà et si vous vous alignez à la Cour de cassation, le sera, il va acquérir, alors 75 jours, je ne sais pas trop pourquoi, parce que 3 ans pour moi, ça fait plutôt 90 jours ouvrables. Ah, on est peut-être sur 25 des jours ouvrés. Ouais. On connaît l'entreprise, effectivement, c'est des jours ouvrés. Donc, 25 fois 3, ça fait 75 jours ouvrés de congé. Oui, vous allez devoir les lui régler sur son solde de tout compte. C'est un droit acquis qu'il n'a pas pu utiliser. Donc, le délai de prise n'a pas pu se déclencher. Et vous n'allez pas lui dire pas pris perdu, parce que s'il était revenu, il aurait eu un délai de prise des congés. Voilà, parce qu'effectivement, vous n'avez pas, pour le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés, selon l'arrêt de la Cour de cassation que je ne vous ai pas noté, vous n'avez pas de perte de droit. À son retour de congé, à son retour d'arrêt maladie, les congés doivent pouvoir être pris, sauf à prévoir une limite de temps dans la prise, c'est ce dont je vous parlais. Y a-t-il une rétroactivité de réclamation? Alors oui, Sophie, oui, c'est un peu compliqué à expliquer. Vous savez que la rétroactivité de droit commun, elle est de 3 ans. Euh, Là aussi, mais c'est 3 ans à compter. Alors pour les congés, c'est un peu plus compliqué. C'est 3 ans à compter de la période, 3 ans depuis la période d'acquisition. Alors, pardon, les congés s'acquièrent du 1er juin au 31 mai d'une année. Donc 1er juin, par exemple, 2020, 31 mai 2021. Et ces congés peuvent être pris entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022. Et ainsi de suite. Si vous avez un salarié, si la prescription est de 3 ans, donc aujourd'hui, supposons, on est en octobre 2023, vous êtes sur une période d'acquisition, donc une période de prise qui a démarré le 1er mai 2023, qui s'achèvera le 30 avril 2024, alors que l'acquisition avait déjà démarré le 1er juin 2022 pour s'achever le 31 mai 2023. C'est de cette période d'acquisition dont on parle quand on parle de 3 ans. Ça veut dire que quand on est sur une période de prise aujourd'hui, vous prenez déjà un an de plus dans la vue en matière de prescription triennale, puisque ce sont les congés acquis il y a 3 ans, période d'acquisition sous-entendue, qui doit être prise en compte. Donc, y a-t-il une rétroactivité? A priori, oui, vous êtes limité à 3 ans. Attention à la notion de 3 ans, aussi à votre disposition pour répondre à votre question, c'est trop long à expliquer, il aurait fallu un dessin. Mais attention à la question de 3 ans. Là où ça risque, là où vous avez une prescription qui peut sauter, c'est quand le salarié est réapparu dans l'entreprise et que vous ne l'avez pas mis à mesure, de prendre ses congés. À ce moment-là, c'est 3 ans à partir du moment où le salarié a pu être en mesure de prendre ses congés. Donc, c'est compliqué, hein. Si le salarié est revenu dans l'entreprise et qu'il a été en mesure de prendre ses congés, la prescription de 3 ans fait que vous devez, vous lui devez les congés 3 ans en arrière depuis la période d'il y a 3 ans, période d'acquisition. Si le salarié est revenu et que vous ne l'avez pas mis en situation de prendre ses congés, typiquement parce que vous lui dites pas pris perdu, alors, le salarié n'ayant pas été en situation de prendre les congés, le délai de prescription ne peut pas courir. Et donc, puisque le délai de prescription ne court pas, vous avez une prescription qui ne s'ouvre pas. Et donc, vous avez un délai qui peut remonter bien au-delà des 3 ans. C'est très compliqué à expliquer parce qu'on est sur des décisions là aussi du 13 septembre qui peuvent faire illustration du sujet et sur lesquelles je ne me suis pas appesantie, mais
Pour un salarié qui est encore en arrêt, en gros, c'est 3 ans de prescription. Pour un salarié qui est revenu et qui n'aurait pas pu prendre ses congés parce que vous ne l'avez pas mis, dans la situation de prise de congé, c'est 0 prescription. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être, condamné, si j'ose dire, à, autant de jours de congé qu'il a acquis depuis toujours. Je ne sais pas si c'est clair, je suis désolée, hein, mais quelle base doit-on prendre en compte pour la provision? La période, alors ça c'est simple, c'est vraiment une question de paye. La somme des salaires de la période de référence, exclusion en fait des éléments de rémunération qui n'entrent pas dans l'assiette des congés payés. Donc vraiment, pour la provision, si vous considérez que le salarié a acquis des congés, et supposons qu'il est en arrêt maladie depuis le 1er septembre 2022, vous allez prendre les salaires de référence de la période d'acquisition juin 2022, mai 2023, juin 2023, X 2024. Hein, enfin voilà. Ce sont les salaires des périodes de référence, des périodes d'acquisition qui sont prises en compte. Et Laure, je te reconnais. Donc, donc excusez en fait des éléments de rémunération qui sont voilà. Donc, j'espère avoir répondu à la question de Laure. Euh, voilà. Et ensuite, Lola, si une personne revient au bout de 2 ans et repart sans avoir pris ses congés, les congés acquis pendant les 2 ans. Et non, justement, en fait, c'est ça le truc. C'est que, alors je referai, il faudra revenir sur cette question-là, c'est parce que ça sera trop long. Euh, quand le salarié revient et repart sans avoir pris ses congés, les congés acquis pendant les 2 ans disparaissent s'ils ne sont pas pris au bout de 15 mois. Oui, si vous avez prévu dans un accord collectif qui a une perte des droits au bout de 15 mois. Et oui, surtout si vous avez mis le salarié en situation de pouvoir les prendre. Donc il va falloir que vous puissiez justifier que le salarié était en situation de pouvoir les prendre, petit 1. Et deuxièmement, la prescription des 15 mois, c'est-à-dire le délai de prise au-delà desquels il ne pourra plus les prendre, doit être prévu. C'est là où effectivement, c'est les règles relatives à la prise des congés dans l'entreprise qui vont répondre à la question de est-ce que si au bout de 15 mois il les a pas pris, il les a perdus? Petit 1, est-ce que vous l'avez mis en situation de devoir les prendre, hein, c'est quasiment ça. Sinon, alors ils seront jamais perdus. Deuxièmement, si oui, vous l'avez mis en situation de devoir les prendre ou pouvoir les prendre, alors, et s'il ne les prend pas, effectivement, il faut qu'il ait été informé qu'il aura tant de délais pour les prendre. Donc, il va falloir que vous puissiez prouver que vous lui avez dit, attention, si tu ne les prends pas au bout de 15 mois, tu les perds. Donc ça, c'est, je le mets en situation 2. Et si à ce moment-là, il insiste, parce qu'il se plaît vraiment au travail, si au bout de 15 mois, il ne les a pas pris et que vous justifiez que vous avez dit au salarié qu'il fallait qu'il les prenne et qu'il est informé qu'il n'a que 15 mois pour le faire, alors oui, ils seront perdus. Et c'est là où je vous dis qu'il vous faudrait idéalement un accord pour prévoir ces délais. Parce que le 15 mois aujourd'hui, c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui a considéré que c'était un délai raisonnable, mais parce qu'on avait un délai à lui mettre sous la dent. Donc voilà. Mais avec plaisir, Laure, et avec plaisir, Lola. Ben voilà, je suis contente que vous ayez la réponse parce que j'ai pas forcément l'impression d'être très claire. C'est un peu compliqué parce que j'essaie d'aller vite, parce que bien sûr, on est dans les choux au niveau du délai. Voilà, avec plaisir, Sophie. J'ai les réponses en privé aussi. Donc, voilà, pardon, hein, je sais. Alors, c'est un sujet à part entière. Vous avez des webinars partout qui circulent sur la question. Alors pour en citer 2, je devrais en citer 3 comme. Mais si je vais en citer 3, ça me fait comme la pub. Les éditions législatives sur Webekio en ont fait. Le cabinet Barthélemy en fait un, je crois, là justement encore à midi de mémoire. La revue fiduciaire en fait aussi aujourd'hui avec Franck Morel qui enseigne conseil près le ministre du Travail. Enfin voilà, donc vous avez des webinaires sur la question dans tous les sens. Le ministre du Travail tout courant que ça chauffe dans toutes les chaumières. Ça va bouger, mais pour l'instant, effectivement, on est un petit peu, d'abord, comment dire, choqué, choqué, surpris, pas trop surpris, mais beaucoup choqué. Et puis surtout, on ne sait pas comment réagir. Donc, certaines entreprises attendent la transposition, pourquoi pas. D'autres anticipent. Certaines provisionnent le risque. Merci Laure pour la question d'ailleurs. D'autres provisionnent juste le risque. Et en effet, si on ne veut pas transposer, je pense qu'en effet, il faut, si on veut attendre la transposition dans le droit français de cette décision au regard du droit européen,
Je pense que la provision est une bonne idée. Des salariés malades longtemps, on n'en a pas non plus. Enfin, je sais que vous en avez peut-être parfois trop, et pour eux et pour vous, mais en tout cas, c'est des provisions qu'on peut faire. Je pense qu'en effet, la provision du risque est une bonne idée, en revanche, sur la question. Voilà. Pardon, hein, je me suis un peu étendue, mais c'est vrai que je me doutais bien que ça allait être le sujet. Et sujet peut-être qui vous préoccupe moins parce que vous êtes tous très jeunes, la réforme des retraites. Donc on a eu les décrets d'application, j'ai appelé ça la transformation de l'essai. Oui, parce que je suis toujours dans mon truc, hein. Je suis toujours dans mon rugby. Bon, mais on est toujours en course, donc on est les meilleurs de toute façon. Donc, transformation de l'essai, décrets d'application qui sont parus, la loi était parue, les décrets d'application aussi, en tout cas certains. Donc, je vais revenir rapidement sur lesquels, les plus importants en tout cas. Le cumul emploi-retraite, vous savez, c'est le salarié qui sort par la porte et rentre par la fenêtre. J'arrête de travailler, je reviens travailler. Alors, soit chez le même employeur, soit chez un autre. Mais en tout cas, je m'ennuie tellement à la retraite que je retravaille. Je plaisante. C'est parfois parce qu'effectivement, les revenus à la retraite ne suffisent pas. Donc, les cumuls emploi-retraite, il y en a deux types. Le cumul emploi-retraite intégral, c'est celui qui consiste pour le salarié à reprendre une activité alors qu'il avait une retraite à taux plein. Et le cumul emploi-retraite plafonné, c'est celui qui va concerner le salarié qui reprend une activité alors même qu'il a liquidé sa retraite avec un taux qui avait été décoté. Il n'avait pas le taux plein. Et donc, pourquoi je reparle de ça? Je ne vais pas refaire l'histoire de la retraite, mais c'est important que vous sachiez que le décret dont on va parler concerne le cumul emploi-retraite intégral. Donc, je la fais super courte. Le salarié a liquidé sa pension à taux plein. Il retravaille alors même qu'il a liquidé sa pension. La reprise d'activité jusqu'à présent, euh, oui, il y aura un replay. La reprise d'activité, la question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, il y aura un replay. La reprise d'activité du salarié va lui ouvrir des nouveaux droits. C'est ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le salarié reprenait une activité, il cotisait et pourtant, il n'avait pas de nouveaux droits. Aujourd'hui, dans le cas où le salarié avait déjà une retraite à taux plein, c'est ça qui est un peu d'ailleurs étonnant. Hein, parce que parfois, les salariés reprennent une activité en cumul emploi-retraite pour la simple et bonne raison qu'ils ont une pension décotée. Mais bon, fermons la parenthèse. À partir du moment où le salarié avait un cumul, peut bénéficier d'un cumul emploi-retraite intégral, donc il a liquidé sa pension à taux plein. S'il retravaille, il va avoir une nouvelle pension qui va être calculée au titre de ce retravail, si j'ose dire. La condition, s'il veut retravailler chez son ancien employeur, c'est d'attendre un délai de 6 mois. Il y a un délai de 6 mois qui doit s'écouler entre la reprise du travail chez son ancien employeur pour que les nouveaux droits puissent être déclenchés. Donc, je liquide ma pension. Je suis en cumul emploi-retraite intégral. Si je retravaille, je peux retravailler. Si je retravaille chez mon ancien employeur, il aura fallu que j'attende tout de même 6 mois. Et parce que je retravaille dans le cadre du cumul emploi-retraite, les cotisations que je vais verser vont me créer une nouvelle pension. C'est une seconde pension. C'est pas une majoration de la première. C'est pour ça que j'ai souligné qu'elle la seconde pension n'aura aucune incidence sur la première. Vous étiez déjà à taux plein. Enfin, le salarié était déjà à taux plein. Il ne va pas avoir une surcote parce qu'il retravaille. C'est une nouvelle pension qui va s'ajouter à la première au titre du cumul emploi-retraite. Voilà. Donc, il ne peut le faire qu'une fois. Hein. C'est pas je sors par la porte, je rentre par la fenêtre, je ressors par la porte, je rentre par la fenêtre. Hein. C'est je liquide ma pension, je retravaille, et dans le cadre de ce nouveau travail, lorsque je arrête de travailler définitivement, alors le temps pendant lequel j'ai travaillé va me permettre d'obtenir une nouvelle pension qui va s'ajouter à la première. Voilà. Donc les décrets d'application sont parus, on a les délais de carence pour revenir chez l'ancien employeur, les plafonnements de pension numéro 2, etc., etc. Deuxièmement, on en a entendu beaucoup, beaucoup parler pendant les débats relatifs à la réforme des retraites, la surcote parentale. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est permettre à des salariés qui ont eu des carrières, on va dire, hachées ou interrompues pour éducation de leur enfant, de bénéficier d'une majoration au titre de trimestre acquis à partir d'un certain âge.
Donc, pour faire simple, c'est c'est un peu, voilà, les conditions sont un peu restrictives, mais bon. Donc, j'ai, prenons un âge légal à 64 ans, hein, projetons-nous, hein. J'ai 63 ans et déjà mon taux plein. Donc, ça veut dire que j'ai tous mes trimestres à 63 ans. Si dans ma carrière, j'ai au moins eu un trimestre de majoration au titre de la maternité, en gros, si j'ai eu un enfant, et si à ce titre-là, ça m'a donné des trimestres. C'est important que je vous le précise, vous allez voir pourquoi. À ce moment-là, tous les trimestres que je vais travailler avant d'avoir la liquidation possible de ma pension, c'est-à-dire entre 63 et 64 ans, ces trimestres ne vont pas compter 1, mais vont compter 1,25. Donc ça va faire en quelque sorte une surcote du calcul de ma pension. Donc ça va compter, si vous voulez, 5, si vous préférez, ça fera comme si j'avais 5 trimestres au lieu de 4 pour l'année de mes 63 64 ans. Hein, voilà, si vous préférez. Je vais avoir un trimestre, je vais avoir 4 trimestres sur l'année qui vont être majorés de 1,25%. Voilà. Attention, juste, j'ai mis en jaune, c'est important. Qui a des trimestres au titre de l'éducation de l'enfant? En général, la mère. Elle a des trimestres au titre de la maternité, mais aussi au titre de l'éducation de l'enfant. Donc, ce qui veut dire que la plupart des personnes qui vont bénéficier de cette surcote parentale, ce seront les femmes. C'est ce qui avait été dit lors des débats, d'ailleurs, c'était pour reconnaître les interruptions de carrière relatives aux périodes de maternité d'éducation de l'enfant. Cependant, c'est pas perdu pour les pères. Vous savez que dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant, le père peut demander, enfin les parents peuvent décider d'un partage des trimestres au titre de l'éducation de l'enfant. À ce moment-là, si le père a demandé une partie des trimestres au titre de l'éducation de l'enfant, il aura au moins un trimestre au titre de l'éducation de l'enfant et ça va lui permettre à ce moment-là de bénéficier de la surcote parentale à lui aussi. Mais sinon, à défaut de cette démarche-là, dans les 6 mois qui suivent les 4 ans de l'enfant, alors la plupart du temps, ce sera la mère qui va avoir cette surcote. Je reviendrai sur les questions qui sont posées. Vous aviez entendu parler ensuite du fameux 1200 euros de pension minimale, le fameux 85% du SMIC net. Bon, voilà, le décret d'application est paru. J'ai mis des détails, mais voilà, on a eu le décret d'application relatif au minimum contributif majoré qui permet, en cas de carrière complète, d'avoir une pension minimale égale à 85% du SMIC net si la carrière est complète. Attention aux carrières pour lesquelles il manque des trimestres, le montant de la pension minimale n'est pas acquis. Hein, donc les fameux 1200 dont on a pu entendre parler ne sont pas nécessairement toujours 1200. Donc voilà, il faut une carrière complète cotisée. Décret d'application encore sur la retraite progressive. Vous avez eu, il y a eu un décret d'application qui nous précise les conditions de retraite progressive. Alors, retraite progressive, c'est quoi? C'est l'inverse de celui qui reprend le boulot après avoir pris la retraite, hein. C'est celui qui il lui tarde de s'arrêter, si j'ose dire. Il passe à temps partiel 2 ans au plus tôt avant l'âge légal. Donc, 2 ans avant l'âge légal, euh, donc c'est-à-dire aujourd'hui 60 ans, un peu plus de 60 ans, demain 62 au plus tôt. Hein, pour attendre 64 ans, il attend 64 ans à temps partiel. Il continue à travailler, il réduit son temps de travail. Le décret d'application nous a précisé les bornes entre lesquelles il a le temps de travail, donc entre 40 et 80% du temps plein, c'est son temps de travail. Et il nous a précisé aussi les délais pendant lesquels l'employeur a le droit de refuser ou, en tout cas, au-delà duquel l'employeur ne peut plus refuser la demande de retraite progressive aux salariés. Je vais sur l'essentiel, hein. Donc, l'employeur qui ne répond pas au salarié qui demanderait une retraite progressive, dans les 2 mois de la non-réponse, c'est réputé accepté. Si l'employeur souhaite refuser la retraite progressive à un salarié, c'est-à-dire le passage à temps partiel pour liquider une partie de sa pension, alors l'employeur va devoir le justifier par, et je mets des guillemets ici, c'est écrit, l'incompatibilité de la durée souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. En gros,
C'est impossible que ce salarié travaille à temps partiel sans mettre en risque la pérennité de mon entreprise sur le plan économique. Très compliqué à justifier, quand même, hein. Voilà, donc en gros, la retraite progressive n'est pas un droit, mais pour arriver à ne pas accepter une retraite progressive d'un salarié, il va falloir justifier d'une incompatibilité de son temps de travail avec l'activité d'entreprise. Alors, quand vous avez qu'un salarié, c'est peut-être jouable. Quand vous en avez plusieurs sur le même poste, ça me paraît assez compliqué. Enfin bon, bref. Donc, voilà. Par ailleurs, attention, les salariés qui vont demander une retraite progressive seront informés de la possibilité qu'il a de voir les cotisations, et j'arrive sur la paye, de voir les cotisations de retraite calculées sur la base d'un temps plein. Exemple, j'ai 3 000 € de salaire à temps plein. Je passe à mi-temps, j'aurai donc un salaire de 1 500 € sur lequel je vais continuer à cotiser et pendant le temps duquel je serai moitié à la retraite, moitié au travail. Sur ces 1 500 € de salaire à temps partiel, le salarié sera informé qu'il est possible pour lui de cotiser sur la base de 3 000. C'est pas une obligation. Donc je vous le dis parce que le salarié étant informé, il y a le code de la Sécu qui prévoit que les caisses l'informent et sur l'imprimé de demande de retraite progressive, ça sera indiqué. Donc ça veut dire que le salarié sera au courant qu'il peut continuer à travailler à temps partiel tout en cotisant à temps plein. C'est très important pour le montant de sa pension. C'est pour ça que je vous en parle. Sachez que ce n'est pas une obligation. Le maintien d'assiette à temps plein, c'est un accord des deux parties. Les deux parties doivent être d'accord. Donc, d'une part, le salarié doit être d'accord, mais si c'est lui qui le demande, il faut que l'employeur soit d'accord aussi. C'est un accord des parties, ce n'est pas une obligation. Par contre, si vous le faites, sachez que certaines entreprises le font aussi, ça, c'est que certaines entreprises, pour ne pas que ça grève le salaire net du salarié, hein, qui va cotiser sur 3 000 aux retraites au lieu de 1 500 qu'il touche, prennent en charge les cotisations salariales. C'est possible, et c'est d'ailleurs les cotisations salariales prises en charge par l'employeur dans le cadre de ce maintien d'assiette à temps plein n'est pas considéré comme un avantage en nature, si j'ose dire. Ça ne va pas être considéré comme du salaire. Donc, il y a une prise en charge des cotises patronales sur la base du temps plein, des cotises salariales par l'employeur sur la base du temps plein. Ce n'est pas considéré comme du salaire. Donc, c'est plutôt intéressant, très intéressant pour le salarié. La retraite progressive, ça se réfléchit. Si vous voulez avoir un accompagnement en fin de carrière, ça fait partie des choses auxquelles vous pouvez effectivement réfléchir. Est-ce que chez nous, la retraite progressive, c'est OK? Et est-ce que dans le cadre de cette retraite progressive, enfin, oui, sur le principe, ça paraît OK. Et est-ce que cette retraite progressive va permettre aux salariés de continuer à cotiser comme s'il avait poursuivi sa carrière à temps plein? Donc, important parce qu'on est sur la paye et que là, ça a un impact en fait en paye complet, hein. Donc, voilà. Et enfin, juste deux petites précisions. Ils ont élargi, et c'est super bien parce que franchement, il fallait faire super vite. Vous savez, les rachats de trimestre, on ne peut pas faire des rachats de trimestre parce qu'on est riche, hein. On peut faire des rachats de trimestre parce qu'on est dans des situations qui le permettent. Exemple, j'ai fait des années d'études supérieures. Exemple, j'ai eu des stages. Exemple, j'ai eu des périodes à l'étranger, etc., etc. Parmi les deux points rachat de trimestre pour année d'études supérieures et rachat de trimestre pour stage, il fallait faire vite. Il fallait faire tellement vite que la personne en principe qui fait des stages ou des études supérieures étant jeune, c'était pas sa préoccupation principale. Il fallait faire pour les études supérieures, dans les 10 ans de la fin d'études, la demande de rachat de trimestre. Ce rachat, aujourd'hui, a été porté à un âge. C'est-à-dire, c'est pas dans les 10 ans de la fin des études, c'est jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc, en pensant qu'à 40 ans, on commence à penser à la retraite. C'est vrai, je pense. Pour le stage, c'était encore pire. C'était dans les 2 ans de la fin du stage que le salarié, on va faire ça, enfin, l'ancien stagiaire, pouvait demander les rachats au titre des périodes de stage. Sachez que dans ces cadres-là, d'ailleurs, vous avez des rachats de trimestres avec des rabais. Hein, les trimestres sont moins chers. Bon. Et vraiment moins cher en cas de stage, hein. Donc, les rachats de trimestre en cas de stage, ce n'est plus dans les 2 ans de la fin du stage, mais c'est jusqu'au 30e anniversaire de l'assuré. Enfin, jusqu'au 31 décembre. Bon, bref, l'année des 30 ans. Voilà, donc, s'il a fait son stage, alors,
Vous allez me dire, des fois, ils font les stages à 28 ans. Oui, alors là, ça change rien. Mais s'il a fait le stage à 22 ans, il aura, non pas 2 ans pour demander le rachat de ses trimestres, mais 8 ans. Voilà. Donc c'est peut-être un détail, mais voilà, je voulais y revenir dessus. Donc dans quelques jours, J'espère. on va pouvoir, te revoir, hein, avec la web revoir la web actu avec la rediffusion sur la chaîne, YouTube Oui, voilà, c'est ça. Externa. Donc, vous pouvez vous repasser les meilleurs moments. Vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne, YouTube Externa, voilà, pour recevoir les notifications quand on vous signale la mise en ligne d'une, nouvelle, vidéo. Et puis, n'oubliez pas le rendez-vous du 24 octobre à 10h30 pour la démo de Silae Expense, l'outil pour la découverte des notes de frais. Et puis Nathalie, on se revoit l'année prochaine, début d'année, pour Et oui, une, je sais plus quelle est la web date, actu, mais hein, voilà, mais on vous en informera. voilà, mais je vous dis au revoir. Merci à toi en Et tout cas, merci. C'était, allez la bien France! transformé. Vive la France. Bah oui, mais oui. Merci Nathalie Merci à tout le monde. pour tout ça, ta joie et ton professionnalisme. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Au Au revoir. revoir.